ne sais pas ce que tu veux. Le malaise sans nom. Il y a un moment étrange dans une vie. Un moment où l'on obtient ce que l'on voulait. Le poste, la relation, la reconnaissance, l'appartement. Parfois même les 2 ou 3 ensemble, comme si la vie avait décidé d'être généreuse d'un coup. Et au lieu de la plénitude attendue, il y a un silence. Pas un silence paisible, un silence un peu froid. Une espèce de décalage entre ce que vous ressentiez en désirant et ce que vous ressentez maintenant que vous avez. Comme si le désir avait été plus vivant que le choix désiré lui-même. Tu ne le dis pas à voix haute parce que ça ressemble à de l'ingratitude, parce que tu connais des personnes qui n'ont pas ce que tu as, parce que ça n'a pas de nom simple. Et les choses sans nom simple, on les range vite dans un tiroir. Mais ce malaise-là, ce léger vertige après l'obtention, il revient. À chaque fois, ou presque. Et si on ne le prend pas au sérieux, il devient le fond sonore discret d'une vie entière. Ce que je voudrais explorer avec toi aujourd'hui, c'est une hypothèse inconfortable. Pas une attaque, pas un jugement, une hypothèse. Et si une grande partie de ce que tu crois vouloir n'était pas vraiment à toi? En 1961, un philosophe et critique littéraire français publie un livre qui ne ressemble à rien de ce qui existait avant. Il s'appelle René Girard et son livre s'intitule « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». L'idée centrale est aussi simple qu'elle est dérangeante. Nous ne désirons pas les choses directement. Nous désirons ce que nous voyons désiré par quelqu'un d'autre. Girard appelle ça le désir mimétique, du grec mimésis, l'imitation. Et ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas une faiblesse particulière à certaines personnes, ce n'est pas un trait de caractère, c'est une structure fondamentale du désir humain. Nous sommes des animaux imitatifs, et le désir n'échappe pas à cette loi. La démonstration de Girard est alittéraire avant d'être philosophique. Il allumait Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostoïevski, et il remarque que les grands romanciers savaient déjà quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement accepté. Don Quichotte ne désire pas vraiment les aventures, il désire ce que désirait Amadis de Gaulle, son héros de roman. Emma Bovary ne désire pas vraiment sa vie, elle désire la vie que les romans romantiques lui ont appris à désirer. Leurs désirs ne naissent pas en eux, ils naissent d'un modèle, d'un médiateur, quelqu'un que l'on admire, que l'on envie, que l'on observe. Le désir pour Girard est toujours triangulaire. C'est toi, il y a l'objet que tu désires, et il y a entre les deux un médiateur, visible ou invisible, dont le désir t'a précédé et orienté le tien. Ce médiateur peut être une personne réelle, un ami, un collègue, un frère. Il peut être une figure sociale abstraite, le cadre dynamique, l'entrepreneur accompli, la femme libre et épanouie. Il peut être une image vue sur un écran, une silhouette dans un magazine, un personnage de série. Ce qui est troublant dans tout ça, ce n'est pas d'être influencé, c'est de ne pas s'en rendre compte. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé ce mécanisme. Girard l'a décrit 60 ans avant que le mot « influenceur » existe. Mais il l'a rendu frénétique, permanent et presque impossible à distinguer. Nous sommes désormais exposés, en continu, au désir de milliers de médiateurs simultanés. Chaque scroll est une mise à jour de ce que nous sommes supposés vouloir. Chaque image est une suggestion déguisée en réalité. Et le plus vertigineux dans tout ça, ce n'est pas d'être influencé, c'est de ne pas s'en rendre compte. L'enfance comme premier terrain d'imitation. Avant les réseaux sociaux, il y avait quelque chose de plus ancien encore. Il y avait tes parents, ton milieu, ta classe sociale, tes professeurs, les amis de tes parents que tu regardes parler le dimanche, la façon dont les adultes autour de toi parlaient de la réussite, de l'argent, de l'amour, du bonheur. Carl Rogers, psychologue américain, l'un des fondateurs de la psychologie humaniste, a travaillé toute sa vie sur une idée précise, la différence entre ce que nous ressentons réellement et ce que nous avons appris à ressentir pour être aimés et acceptés. Il a nommé certains de ces désirs informés des conditions de valeur. Très tôt,
L'enfant comprend, souvent sans qu'on le lui dise précisément, quels désirs, quelles ambitions, quelles façons d'être lui valent l'approbation de ceux qu'il aime. Et il s'y conforme, non pas de lâcheté, mais d'intelligence de survie affective. Le problème, c'est que ces désirs introjectés, adoptés de l'extérieur, intégrés comme s'ils sont ultérieurs de l'intérieur, ne disparaissent pas à l'âge adulte. Ils continuent de fonctionner en sourdine. On devient médecin parce que dans ce milieu-là, on devenait médecin. On épouse quelqu'un qui correspond à ce qu'on était censé vouloir. On s'installe dans une ville, un appartement, un rythme de vie qui ressemble à ce que les gens qu'on respectait avaient choisi. Et le plus troublant n'est pas d'avoir été influencé, le plus troublant, c'est d'avoir sincèrement cru que c'était son propre choix. Rogers ne dit pas que tout ce qu'on a reçu de l'extérieur est mauvais, ce serait absurde. Nous sommes des êtres de transmission, nous apprenons par les autres, et c'est une richesse. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a un travail, lent, patient, parfois douloureux, pour distinguer ce qui nous a été transmis de ce qui en nous résonne vraiment. Ce travail, beaucoup ne le font jamais, pas parce qu'ils sont superficiels, mais parce que personne ne leur a dit qu'il existait. Avoir ou être? La question que Fromm posait déjà. En 1976, Erich Fromm publie ce qui deviendra l'un de ses textes les plus lus, Avoir ou être. Fromm était psychanalyste, philosophe, sociologue, un penseur difficile à classer, ce qui est souvent le signe qu'on touche à quelque chose de réel. Et dans ce livre, il pose une distinction qui, une fois qu'on l'a lu, devient difficile à ignorer. Il y a deux modes fondamentaux d'existence, dit-il. Le mode « avoir » et le mode « être ». Dans le mode « avoir », on existe à travers ce qu'on possède. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de biens matériels, c'est une façon d'habiter le désir. On désire pour descendre, on acquiert pour exister, on expose ce qu'on a acquis pour prouver qu'on est. L'identité se construit par accumulation de titres, de relations, d'expériences, de statuts, de marques. Le désir, dans ce mode, ne cherche jamais vraiment la satisfaction, il cherche la preuve qu'on est quelqu'un, qu'on avance, qu'on compte, qu'on mérite d'exister. Et la preuve ne peut jamais être suffisante, parce qu'on peut toujours progresser davantage, et parce que les autres acquièrent aussi, et donc le référentiel se déplace en permanence. C'est pourquoi l'obtention déçoit. Ce qu'on cherchait au fond n'était pas la chose, c'était la sensation d'être, passagèrement, à la hauteur d'un idéal impossible. Et dès que la possession est effective, l'idéal se reconfigure, se déplace, et le vide revient. Le mode « être », lui, ne s'accumule pas, il s'éprouve. Il s'exprime dans le fait de penser vraiment, d'aimer vraiment, de s'engager dans quelque chose pour ce que c'est, non pour ce que ça rapporte en termes de regard extérieur. Fromm ne dit pas que c'est facile, il dit que c'est rare, et que la société marchande dans laquelle nous vivons est architecturée pour nous maintenir dans le mode « avoir », parce que le mode « avoir » consomme, et que le mode « être » n'a besoin de presque rien. Ce qui est remarquable dans l'analyse de Fromm, c'est qu'elle ne juge pas les individus, elle décrit un système. Un système qui transforme le désir en carburant économique et qui a donc tout intérêt à ce que le désir reste insatisfait, renouvelable, orienté vers l'extérieur. La question qu'il pose, silencieusement, sous chaque page, c'est celle-ci. Et si tu apprenais à désirer autrement? Comment reconnaître un désir authentique? Je ne vais pas te donner une liste, ce ne serait pas honnête, et ce serait contredire tout ce qu'on vient de traverser ensemble. Parce que si le désir authentique se réduisait à une méthode en 5 étapes, il serait lui aussi une marchandise, un produit que tu consommes pour te sentir mieux, sans que rien ne change vraiment. Ce que je veux te proposer, c'est plutôt une enquête, une façon de regarder. La première question à tenir, pas à résoudre, à tenir, c'est celle-ci. Quand est-ce que j'ai voulu quelque chose sans que personne ne le veuille avant moi, autour de moi, pour moi? Ce n'est pas facile à trouver. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant. Si tu cherches et que tu ne trouves pas grand-chose, ce n'est pas une catastrophe, c'est une information. Une information précieuse sur l'ampleur du travail à faire. La deuxième piste, c'est de regarder comment tu désires, plutôt que ce que tu désires. Le désir mimétique a une texture particulière.
Il est souvent intense au début, lié à la comparaison, et il s'efface rapidement une fois l'objet obtenu ou une fois que le modèle a disparu du champ de vision. Le désir plus authentique, lui, a une forme différente. Il est souvent plus discret, plus constant, moins tributaire du regard des autres. Il revient sans qu'on l'entretienne. Il résiste à la désapprobation. La troisième piste, peut-être la plus difficile, c'est d'apprendre à supporter l'incertitude de ne pas savoir ce qu'on veut. Parce que la pression sociale autour du désir est énorme. On est censé savoir, avoir un projet, une direction claire. Ne pas savoir est souvent vécu comme une défaillance. Alors, on emprunte des désirs pour combler ce vide, pour ne pas avoir l'air de dériver. Mais la dérive honnête vaut mieux que la certitude empruntée. Elle est au moins réelle. Revenir à soi, au sens le plus concret, c'est souvent revenir à des moments sans enjeu. Ce qu'on faisait enfant pour le plaisir, sans que personne le sache. Ce qui nous absorbait, sans qu'on cherche à être absorbé. Ce qu'on aurait choisi si personne ne regardait. Ce ne sont pas des réponses, ce sont des traces. La clôture. Se débarrasser des désirs empruntés ne rend pas la vie plus grande. Ça la rend plus petite, en surface, moins spectaculaire, moins alignée sur ce que les gens admirent facilement, sur ce qui fait de l'effet dans une conversation. Mais quelque chose d'autre se produit, une densité, une cohérence, le sentiment, rare, précieux, fragile, d'être là où tu es vraiment censé être pour des raisons qui t'appartiennent. Ce n'est pas un état permanent, ce n'est pas une destination, c'est une pratique, peut-être la plus difficile de toutes, parce qu'elle exige qu'on se retourne vers soi avec une honnêteté que personne ne peut faire à ta place. Girard, Fromm, Rogers, Sartre, ils ne se connaissaient pas tous, ils ne partageaient pas les mêmes méthodes, pas les mêmes convictions, mais ils ont tous regardé la même chose, chacun à leur façon. Le gouffre entre la vie qu'on vit et la vie qu'on aurait pu vouloir si on s'était donné la peine de se demander. La question n'est pas de trouver une réponse aujourd'hui, la question c'est de commencer à la poser. Vraiment, sans chercher à s'en débarrasser trop vite, parce que c'est dans ce moment-là, dans cette incertitude tenue avec honnêteté, que quelque chose de toi commence à parler, doucement, pour la première fois peut-être, depuis longtemps. Si vous êtes arrivé juste à la fin de cette vidéo, merci. À bientôt sur la boussole de l'intérieur. Prenez soin de vous.